Ils nous prennent vraiment pour des demeurés, mais vraiment. Il y a un puissant monsieur, un chef d'État, lourdement armé, qui déteste viscéralement un autre basé dans un lointain autre pays. Ça fait longtemps qu'il rêve de le dessouder. Il partage cette détestation avec son protégé, son poulain. Leur objectif est d'en finir avec celui qu'ils ont érigé en ennemi, en adversaire redoutable. Celui qu'ils se sont appliqués méthodiquement à noircir, à discréditer, à fragiliser, à diaboliser. We're fighting here the bad guys. We're the good guys. Depuis des années, ils surveillent l'ennemi. Ils ont même codifié ses habitudes de vie, de consommation. Ils ont infiltré son environnement, tout son dispositif. Et puis ce 28 février 2026, ils choisissent le moment où le vieux monsieur est dans un lieu avec femmes, enfants, petits-enfants, neveux, bref, au moment où toute la fratrie est réunie. Ils décident alors de frapper à ce moment-là précis, pour tuer tout le monde, tout le monde. Bilan, une quarantaine de morts et autant de blessés. It's been obliterated. It would be years before they could ever get going. Les États-Unis et Israël ont donc éliminé l'ayatollah Khamenei, le dictateur sanguinaire indécrottable d'Iran, pour reprendre leur description adaptée par toute la galaxie occidentale. Les médias internationaux assistent à cela en applaudissant. C'est ça le plus dur. Et l'homme fort qui a décidé de ce crime familial, qui a choisi, comme dans l'Ancien Testament, où les enfants payaient pour les crimes de leurs parents, annonce fièrement que c'est une frappe préventive. C'est l'histoire des États-Unis d'Amérique et d'Israël contre l'Iran. Et la Libye avancée par Washington est que l'Iran s'apprêtait à frapper les États-Unis. Le président Trump a décidé d'attaquer en premier, estimant qu'ils allaient nous attaquer. Et il n'était pas question que nous subissions le premier coup de leur part. America can't take this level of gaslighting. I went to the classified briefing. There was no imminent threat. I guess unless Republicans want to redefine the word imminent to mean stretching back 47 years. This whole thing is just so transparently built on lies. Frappe préventive au moment même où l'Iran a accepté qu'il va arrêter son programme nucléaire. These people massacred their own people. Imagine what they would do if they had the ballistic missiles and the nuclear warheads to deliver to every American city. La bombe nucléaire, on ne veut pas que l'Iran la possède. Je peux le comprendre. Mais est-ce qu'Israël la possède? La réponse est oui. Est-ce qu'Israël la possède dans le respect des règles internationales? Est-ce qu'Israël a été autorisé à posséder la bombe nucléaire? La réponse est non. Si on accepte que Israël ait la bombe nucléaire, alors il faut accepter que l'Iran ou l'Arabie Saoudite la possèdent demain. Pourquoi certains pays auraient droit à la posséder et pas d'autres? Parce que si l'Iran avait la bombe nucléaire, permettez-moi de vous dire qu'elle ne serait pas attaquée aujourd'hui. On n'était pas loin d'un accord entre les Iraniens et les Américains. Au moment où on n'est pas loin d'un accord, Israël déclenche les hostilités et attaque l'Iran. Parce que, accord ou pas, c'est pas ça qui les importait. C'est pas le nucléaire qui les intéresse. C'est pas le peuple iranien qui les intéresse. C'est la déstabilisation du régime pour mettre la main sur la puissance énergétique iranienne. Comme ils ont fait en Syrie. Je reviens d'un briefing classifié à huis clos de 2 heures sur la guerre. Ça ne fait que me confirmer que c'est totalement incohérent. Nous ne parviendrons à atteindre aucun de nos objectifs affichés. L'explication la plus simple, vous savez, c'est peut-être celle qu'ils ont donnée au bout de 24 heures et sur laquelle ils ont un peu essayé de rétropédaler depuis. À savoir qu'Israël nous a forcés à le faire. Que Bibi a imposé ce timing. Netanyahou a décidé d'attaquer. Et il a convaincu Trump d'y aller avec lui. En lui faisant peur, en lui faisant croire que nos intérêts dans la région étaient menacés et que donc Trump avait tout intérêt à s'allier à lui. J'espère que ce n'est pas la seule explication, mais vous avez raison. Alors qu'on apprend maintenant que le programme nucléaire ne fait pas partie de leur cible, alors qu'on est de plus en plus certain qu'une direction encore plus radicale prend le pouvoir, alors que le détroit d'Ormuz est toujours bloqué, même après avoir neutralisé leur marine. Quelle explication reste-t-il ? C'est peut-être tout simplement qu'Israël nous a forcé la main. Et à quel point cela affaiblit-il l'image des États-Unis? À quel point sommes-nous faibles si nos alliés peuvent nous entraîner dans des guerres de leur choix, contraires aux intérêts de la sécurité nationale des États-Unis? Freedom is precious, but it has to be protected. And we have to understand that we're fighting here. The bad guys. We're the good guys. Quel cafouillage dans la justification de ces frappes meurtrières. La question du nucléaire n'était donc définitivement qu'un alibi. Il fallait faire tomber ce régime à tout prix. Mr. Secretary, none of us here heard about Iran having missile technology that was that advanced, being able to range the United States.
or being close to obtaining a nuclear weapon. I mean, the last thing we heard from the president on the nuclear weapon before, this war, as he calls it, was the Iranian nuclear program was obliterated. That means completely eliminated, gone for good. That's what obliterated means. And then on Saturday, this administration started a war on that basis inconsistent with the document that I think you're responsible for. And now, at least 6 U.S. service members have paid the ultimate price, based on this notion that Iran posed an imminent threat to the United States, to the homeland, and to our military. And many more are risking their lives right now to eliminate a threat that 6 weeks ago, when you published that document, you didn't really believe existed. Désormais, dans ce cafouillage, dans ce grand scandale, cette décision d'aller agresser l'Iran, le chef de la Maison-Blanche, mal à l'aise, commence à rétro-pédaler, à se défausser. The situation was very quickly approaching the point of no return, and the United States found it intolerable, in my opinion, based on what Steve and Jared and Pete and others were telling me, Marco, so involved, that I thought that they were going to attack us. I thought they would, if we didn't do this at the time we did it, I think they had in mind to attack us. And ce n'est pas sa faute, c'est la faute à Toto. Maintenant, on sait sur qui taper. La vérité, cette fois, sort de la bouche de l'adulte. Ce sont ses collaborateurs qui lui auraient menti, à l'insu de son plein gré. C'est eux qui ont dit que l'Iran s'apprêtait à frapper. Qui croire dans tout ça? Netanyahou cherche à attaquer l'Iran depuis, disons, 30 ans. Et évidemment, on est à 1000 lieues de l'idée qu'il serait intervenu pour aider le peuple iranien à se libérer de ce régime. Il y a un certain nombre de personnages en France ou ailleurs qui continuent à développer ce discours qui est tout simplement fallacieux, quoi. Quand on dit, mais les Israéliens, ils vont pour libérer le peuple iranien, c'est absolument cynique et absolument erroné, quoi. Et pour revenir à notre histoire, le président Trump a donc choisi sur cette fausse base de bombarder une famille entière. Ça veut dire que désormais, quand vous détestez quelqu'un, vous n'avez pas besoin juste de le cibler. Non, sa famille, sa descendance, tout ce qui va avec, vous tuez. Ce n'est absolument pas un crime de guerre, c'est la règle. Ils n'avaient qu'à pas rester en famille. Les enfants n'avaient qu'à ne pas être à proximité de leurs parents. Où est donc passé le fameux code d'honneur, la fameuse éthique des grands hommes que l'on vantait tant? Pendant ce temps, le monde observe. Et puisque les États-Unis n'ont plus les moyens de livrer des guerres longues, lourdes et simultanées telles qu'en Irak, pour des raisons à la fois intérieures et financières, ils sont passés aux assassinats ciblés. On coupe la tête. Seulement, le problème des assassinats ciblés est que vous faites votre stratégie sur l'adversaire comme si c'était une tribu d'Indiens. C'est-à-dire, vous tuez le chef, c'est la débandade. Tout le monde se soumet et vous arrivez, vous êtes le nouveau patron qui impose sa loi. Mais ça ne marche pas dans le cas des grandes nations comme l'Iran, qui sont structurées, organisées, avec une constitution et une vieille tradition politique. Ça ne marche pas. C'est important d'être cultivé lorsque l'on occupe certaines fonctions aussi stratégiques. Et la technique de l'assassinat ciblé ne marche pas, surtout avec un peuple aussi organisé et un régime qui avait anticipé sur ce type de stratégie. Vous en tuez un, et il y en a un autre plus revanchard qui apparaît. Mais il n'y a donc personne pour le rappeler au patron de la Maison-Blanche? En Irak, on a tué Saddam Hussein, on a installé le chaos. On y attend toujours la démocratie promise. Au Venezuela, on a arrêté Maduro. Même si l'on a mis la main sur le pétrole, la situation n'a pas changé. Aujourd'hui, après la mort de l'ayatollah Khamenei, il n'a pas été remplacé par celui dont le président Trump disait déjà connaître le nom. Il a été remplacé par son fils, qui a perdu toute sa famille dans cette expédition sanglante, qui, selon les informations distillées ces dernières heures par Washington, serait défiguré. Ce qui ne peut donner lieu qu'à une radicalisation du régime. Qui pourrait reprocher à un homme dont on a tué le père, la mère, les frères, la femme, les enfants, les neveux et autres d'exiger vengeance? Depuis 20 ans, il avait la main lourde sur le bureau de son père. Et quand on parle du bureau de son père, il faut étudier en détail ce que c'est ce bureau. C'est ce bureau qui a la main lourde à la fois sur 3 domaines très très importants. Faites tout ce que vous voulez en Iran, mais ne touchez pas à ces 3 domaines. 1, le militaire, notamment les gardiens de la révolution islamique. Donc, Mujtaba avait la main sur les gardiens. Il n'est pas utilisé par les gardiens, il est gardien, il fait partie de ce corps-là. Le deuxième domaine, c'est l'économie. Faites tout ce que vous voulez, mais ne touchez pas à l'économie. Jamais une entreprise internationale, nationale ou locale
pourrait s'installer en Iran sans son filtre. Et le troisième domaine, c'est la relation internationale. La totalité des relations internationales passées par son filtre. Okay. Et ensuite, quand il arrive, dès le premier jour de son pouvoir, même avant sa nomination, parce qu'une fois son père est disparu, c'est lui qui était déjà dans les coulisses. Mais en tout cas, il y a 2 personnalités qui gèrent le pays, qui ont 2 très bonnes relations avec Mujtaba depuis toujours. Bon, vous nous dites, c'est pas un pantin des gardiens de la Révolution, mais est-ce qu'il est dans la continuité de son père ou pas? Non. Oui, dans la continuité en termes idéologiques, bien évidemment, mais en termes de stratégie de guerre, il est vraiment dans la radicalisation de la conflictualité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire de 89 à 2026, son père qui était au pouvoir, premier homme, il n'a jamais attaqué un pays du Golfe. Il n'a jamais attaqué un pays arabe. Dès qu'il arrive, avec le premier jour de la disparition, c'est la totalité des pays du Golfe lourdement attaqués par Mujtaba. Ensuite, avant sa nomination, même Kalibaf, qui est un général des gardiens et désormais qui dirige l'Assemblée nationale iranienne, ou même le responsable de la sécurité nationale, Larijani, personne osait dire on ferme le détroit d'Ormuz définitivement. D'accord. Donc il est dans une stratégie de radicalisation ou de conflictualisation. En l'installant à la place de son père à la tête du pays, n'est-ce pas un message clair de radicalisation, de vengeance, de vendetta? We know the new so-called not-so-supreme leader is wounded and likely disfigured. He put out a statement yesterday, a weak one, actually, but there was no voice and there was no video. It was a written statement. He called for unity. Apparently killing tens of thousands of protesters is his kind of unity. Iran has plenty of cameras and plenty of voice recorders. Why a written statement? I think you know why. His father, dead. He's scared, he's injured, he's on the run, and he lacks legitimacy. It's a mess for them. On continue de fanfaronner de ce côté-ci. Est-ce que sa mort ou ses blessures ou sa disparition de la scène internationale ont fait tomber le régime? Non. Est-ce que cette action a retourné l'opinion nationale iranienne? Non. Et comment penser à l'apaisement lorsque l'on continue ainsi de se vanter de son action, de son crime? Et la propagande se poursuit. Il y a quelques jours, le président Trump annonçait que la guerre, initialement prévue pour 40 jours, peut durer plus longtemps. Et le lendemain, hop, la guerre est presque finie, j'ai gagné. Ça durera aussi longtemps que nécessaire. Ils ont été décimés. Le pays est dans un état critique. Tout s'effondre chez eux. Et aussitôt, la presse internationale s'en fait l'écho avec les explications alambiquées des pseudo-spécialistes et officiers militaires des plateaux de télévision. Et je pense que rien n'indique que cette guerre cessera dans les jours à venir. Mais que s'est-il passé que nous avons du mal à comprendre de façon cohérente sur les plateaux? 1. Les missiles iraniens ont presque toutes frappé les bases américaines du Moyen-Orient et ont épuisé le stock des missiles israéliens d'interception. Du coup, les frappes sont si efficaces sur Tel Aviv et Haïfa qu'Israël impose une censure totale sur les dégâts avec une lourde peine de prison sur ceux qui filment. Plein cœur de Tel Aviv et un missile balistique iranien a atterri. Aujourd'hui, la peur semble peu à peu avoir changé de camp. Du moins, la fanfaronnade du début semble avoir laissé place à l'interrogation. 2. Le prix du pétrole flambe. Il faut rassurer la bourse. C'est pourquoi, toute honte bue, le secrétaire d'État à l'énergie annonce avec fierté qu'ils ont réussi, avec l'US Navy, à escorter un pétrolier dans le détroit d'Ormuz. Quelques heures plus tard, il retire son tweet. Si on fanfaronne sur la seule idée d'avoir escorté un seul navire dans ce détroit d'Ormuz, cela traduit bien qu'il ne maîtrise pas la situation dans ce précieux passage du pétrole. C'est un aveu clair que ce détroit précieux n'est pas du tout maîtrisé. Ceci illustre la frilosité qui s'est installée à Washington, où on ne sait plus comment faire machine arrière devant l'escalade, où on n'ose pas avouer que la situation est plus complexe qu'on ne le pensait. Plus ridicule encore, cette demande de Donald Trump, qui devant l'impuissance à maîtriser le lieu de passage du pétrole le plus précieux du monde, le détroit d'Ormuz, en appelle à ses alliés européens qui l'ignoraient jusque-là.
Oui, tout à fait. Le message de Donald Trump de ce matin a surpris un peu tout le monde ici, car c'est la première fois depuis le début du conflit que le président américain reconnaît qu'en quelque sorte, les États-Unis ont besoin d'aide pour résoudre ces situations dans le détroit d'Ormuz. Il espère, je cite, que la Chine, la France, le Royaume-Uni, la Corée du Sud vont envoyer des navires dans la zone pour sécuriser les pétroliers. Ce qui est paradoxal, c'est que dans ce même message, Donald Trump affirme que les États-Unis ont détruit 100% des capacités militaires de l'Iran, à part quelques drones. En fait, c'est un aveu d'échec. Les États-Unis ont beau multiplier les frappes, ils n'arrivent pas à réduire à néant la capacité de nuire de l'Iran. Curieux personnage tout de même. Après avoir fanfaronné, méprisé ses alliés, il leur impose de s'occuper de faire le ménage là où il a mis du grand désordre. Lui qui disait avoir tout détruit de l'arsenal militaire iranien ne parvient pas à sécuriser ce précieux passage qui fait flamber la bourse. Je pense que Macron va nous aider. Nous nous sommes parlé hier. Sur une échelle de 0 à 10, il est à 8. Ce n'est pas parfait, mais c'est la France. Nous ne sommes pas partie prenante au conflit. Et donc, jamais la France ne prendra part à des opérations d'ouverture ou de libération du détroit d'Ormuz dans le contexte actuel. La moindre des choses, si nous envoyons nos forces vers le danger, c'est de prendre cette décision dans un cadre légal et avec un plan bien pensé. On préfère ne pas s'en mêler, m'ont-ils dit. Vous voulez dire que ça fait 40 ans qu'on vous protège et vous refusez de nous aider pour quelque chose de mineur? A few days ago, this little Fanta was barking at half of the planet and now crying for help like a scared house cat. From I hate China to please help China. Bro, this is war, not your tariff circus where you start and stop the show according to your mood swing. Il est isolé dans le monde, il nous a craché à la gueule pendant une année, à nous, Européens, donc c'est pas nous qui allons l'aider. We want them to come and help us with the strait. My attitude is, we don't need anybody. We're the strongest nation in the world. We have the strongest military by far in the world. We don't need them. Autre élément remarquable que l'on entend peu, celui qui a secoué la classe politique de Corée du Sud il y a quelques jours. De quoi s'agit-il? Dans son soutien à la Corée du Sud, les USA y avaient installé un impressionnant système d'antimissiles, l'objet étant de bloquer tout missile lancé par l'incontrôlable voisin de Corée du Nord. 저희가 확보한 영상을 보면 발사대 6대 전체가 기지 밖으로 나갔습니다. 미국에선 주한미군 사드의 일부가 중동으로 이동 중이라는 보도가 나왔습니다. 김태훈 국방전문 기자가 단독 취재했습니다. Depuis quelques jours, sans crier gare, malgré les réticences des autorités de Séoul, les États-Unis sont venus chercher leur système antimissile pour le placer là où ils en ont le plus besoin en ce moment. Depuis le 28 février dernier, après les premières frappes américaines sur Téhéran, plusieurs répliques iraniennes ont endommagé les radars américains de suivi des missiles ANTPY-2. Et ces radars, contenus dans le système antimissile placé en Corée du Sud, jouent un rôle central dans la détection et le suivi des missiles balistiques 2. Ces batteries THAAD seraient ainsi hors service depuis les frappes iraniennes aux Émirats arabes unis et en Jordanie. Ces radars coûtent une fortune, entre 500 millions et 1 milliard de dollars, et sont très très rares. Seule une vingtaine d'exemplaires ont été fabriqués depuis les années 90, c'est dire. Alors on a décidé de déshabiller l'allié coréen pour habiller le partenaire du Proche-Orient. Et cela prend du temps. Autre raison à cette annonce d'une guerre courte, le fait que les alliés du Golfe prennent cher dans cette guerre puisque chaque jour, quasiment, ils sont l'objet des frappes de l'Iran. Les Émirats, l'Arabie Saoudite, le Qatar et bien d'autres pays du Golfe qui abritent des bases américaines. Situation qui fausse totalement leur modèle et leur image de havre de paix. Un impressionnant brasier et une colonne de fumée noire qui s'élève dans le ciel de Dubaï. L'aéroport, l'un des principaux au monde, vient d'être touché par une attaque de drone. Preuve, au 17e jour de guerre, de la capacité du pouvoir iranien à mener encore des attaques destructrices. Dubaï, dont l'aéroport a été touché, s'est vidé de ses visiteurs à une vitesse impressionnante et les carnets de commandes ont fondu comme neige au soleil. Ça ne peut pas durer. How close do you personally think that they were to getting one? Because Tulsi Gabbard testified in March that the intelligence community said Iran wasn't building a nuclear weapon. I don't care what she said. I think they were very close to having one. Il s'en fiche de ce que les services ont pu dire. Il a dit que c'est une guerre préventive. Le débat est clos. Et accrochez-vous, c'est ce que les médias ont repris comme
des perroquets. Frappe préventive. Frappe préventive. Frappe préventive. Ils reprennent exactement le même vocable. Malheur à celui qui sort des rangs. Extraordinaire la liberté de pensée et d'expression dans ces rédactions dites libres. Écoutez ce que le président de la République française, Emmanuel Macron, répond. La République islamique d'Iran porte la responsabilité première de cette situation. C'est elle qui a développé un programme nucléaire dangereux. Il reprend exactement le même argument. C'est la faute à l'Iran. Et on a libéré les Iraniens. Les deux alliés USA et Israël ont tellement de mépris pour leur homologue qu'ils n'ont même pas jugé nécessaire de le prévenir des frappes. Les États-Unis d'Amérique et Israël ont décidé donc de frapper l'Iran ces dernières heures. La France n'a été ni prévenue ni impliquée, tout comme d'ailleurs l'ensemble des pays de la région et nos alliés. C'est dire le grand respect qu'ils ont pour Emmanuel. Et pourtant, il continue de défendre sa position. La consigne est claire, puisque même son ministre des Affaires étrangères refuse d'avoir une voix dissonante. Il ne faut surtout pas fâcher Washington et Tel Aviv, même à propos de leur frappe israélienne au Liban. Le Hezbollah doit cesser ses frappes, lui qui porte une responsabilité écrasante dans la situation que nous vivons aujourd'hui, et Israël doit s'abstenir de toute prolongation de ses opérations militaires au Liban. Disproportionnées. Les opérations israéliennes doivent s'arrêter, et celles du Hezbollah également. C'est l'objectif, d'ailleurs, des échanges nombreux. Pardon ? Donc l'action d'Israël n'est pas disproportionnée. Disproportionnée par rapport à quoi ? Par rapport au droit international, par rapport à ce que vous avez demandé, vous et le président de la République, à savoir de cesser les opérations au sud du Liban. Elles doivent cesser, elles sont en train, pour ce qui concerne les opérations d'Israël, qui répondent à des frappes injustifiées et injustifiables du Hezbollah, elles sont en train de provoquer des déplacements massifs de population, de faire des dizaines de morts. Un peu fort quand même lorsque sur les plateaux, certains officiers eux-mêmes reconnaissent la barbarie de la croisade. C'est débile. Pourquoi c'est débile, dites-vous ? C'est débile, il n'y a pas d'autre mot. C'est complètement disproportionné à la réalité de la menace. Vous savez très bien que là, dans les maisons, évidemment, il n'y a pas un quartier pur Hezbollah et les gens à côté. Le Hezbollah est partout. Il y a des caches partout, il y a des QG partout. De tous ces dirigeants européens, seuls l'Espagnol et l'Italienne ont eu le courage de refuser la collaboration. C'est une guerre unilatérale sur laquelle on n'a été ni informé ni consulté. Deuxièmement, parce que c'est une guerre en violation du droit international et de la Charte des Nations Unies. Et troisièmement, parce que les conséquences ont un impact direct sur les familles, les travailleurs, les entreprises espagnoles et européennes qui vont souffrir des conséquences, comme on voit déjà avec les hausses du pétrole. Et le père Fouettard menace de lui faire payer le prix. But some of the European, like Spain, has been terrible. In fact, I told Scott to cut off all dealings with Spain. Spain actually said that we can't use their bases, and that's all right. We could use their base if we want. We could just fly in and use it. Nobody's going to tell us not to use it, but we don't have to. But they were unfriendly, and so I told him we don't want to. Spain has absolutely nothing that we need other than great people. They have great people, but they don't have great leadership. Il le dit sans gêne avec l'assurance de celui qui est craint. Il punit ceux qui n'obéissent pas à ses injonctions. C'est vraiment puéril. Breaking update on the Pentagon's preliminary investigation into a strike on a school in Iran, which killed at least 175 people, most of them children, according to Iranian officials. President Trump blamed Iran before then walking back those comments. And now the New York Times cites U.S. officials saying that the probe shows the U.S. was at fault. Qu'est-ce qui, en plus du fait que toute mort est inutile dans une guerre, qu'est-ce qui justifie que plus de 150 enfants aient été tués dans leur école? Est-ce qu'on mesure la misère que cela représente d'amener son enfant à l'école et d'aller ensuite, en apprenant que l'école a été bombardée, tâcher de fouiller dans les gravats pour y retrouver les siens, et que pour la deuxième fois, vous êtes frappé parce que quelqu'un a décidé qu'il frapperait 2 fois à une demi-heure d'intervalle pour être sûr de tuer le maximum de gens? Voilà ce qu'est la guerre. Ce n'est pas un jeu vidéo, ce n'est pas un conflit entre les puissances, c'est des milliers de pauvres gens à qui on n'a rien demandé, et surtout pas si vous voulez être en guerre, qui meurent comme s'ils n'étaient rien, comme s'ils ne comptaient pas. C'est le même regard qui provoque ces guerres absurdes, ces guerres dégoûtantes, ces guerres impérialistes, et c'est le même regard qui regarde l'autre en disant « celui-là, il n'est pas de la bonne religion, il n'est pas de la bonne couleur de peau, oh, c'est une femme ».
c'est l'œil du suprémaciste qui méprise les autres. Ce qui est encore sidérant, c'est de voir que malgré le drame que Trump vient de provoquer en bombardant une école tuant plus de 170 enfants, personne ne le lui reproche ouvertement. Non. Ils sont même un certain nombre à défendre encore ce crime odieux sur les plateaux. Les faits seraient là, les images sont là. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une école? Est-ce que le régime iranien n'a pas utilisé des civils comme boucliers humains également, parce qu'il y aurait à côté bien la résidence d'un haut personnage du régime iranien? Trop fort le bonhomme. Figurez-vous que c'est presque l'argument que va nous servir le président Donald Trump en personne dans un premier temps. United States bomb a girls' elementary school in southern Iran on the first day of the war and kill 175 people? Based on what I've seen, that was done by Iran. Is that true, Mr. Hegseth? It was Iran who did that? We're certainly investigating. Et son ministre nous dit qu'il mène des enquêtes. C'est eux qui diront ce qui s'est passé sur le terrain. Et ils sont absents. Ce n'est pas tout. Le lendemain, des vidéos plus précises qui montrent le bombardement sur l'école sont rendues publiques. Elles montrent très clairement un missile de croisière Tomahawk qui frappe un bâtiment à seulement une centaine de mètres de l'école le même 28 février 2026. Le missile Tomahawk est fabriqué et détenu essentiellement par les États-Unis. Cette fois-ci, le 9 mars, lorsqu'un journaliste l'interpelle à nouveau sur cette tragédie, le président Trump sort une nouvelle version. The Tomahawk, which is one of the most powerful weapons around, is used by, is sold and used by other countries, you know that. And whether it's Iran, who also has some tomahawks, I wish they had more, but whether it's Iran or somebody else, the fact that a tomahawk is very generic, it's sold to other countries, that's being investigated right now. Certainly whatever the report shows, I'm willing to live with that report. Là encore, le président américain ne dit pas la vérité. L'Iran ne possède pas de missiles Tomahawk. Seuls 6 pays en disposent ou sont en négociation pour l'obtenir. La Grande-Bretagne, l'Australie, le Japon, les Pays-Bas et l'Allemagne. Et pour que ces pays les utilisent, ils doivent d'abord obtenir l'autorisation du département d'État américain. Autrement dit, même les bénéficiaires du Tomahawk ne peuvent rien faire si Washington ne donne pas son feu vert. Pas mal d'éléments comme cette vidéo publiée par le commandement central américain qui montre le même jour le lancement sur des navires des Tomahawk sont venus contredire la version de Washington. Mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils reconnaissent sa responsabilité. Bref, ces enfants sont des dégâts collatéraux. Ils ne comptent pas du tout. Comme en Irak, où les frappes avaient fait des milliers de victimes civiles. Personne ne sera inquiété. Personne ne parle de crimes de guerre. Sur les plateaux, on continue sans honte, avec les mêmes certitudes, de se gargariser, de montrer du doigt les méchants Iraniens ou de dénoncer ceux qui s'opposent à cette guerre, qui dénoncent l'attitude belliqueuse de l'architecte de cette offensive. Ils sont considérés comme des antisémites. Le méchant a été tué par le bon. Point. Freedom is precious, but it has to be protected. And we have to understand that we're fighting here. We're fighting here the bad guys. We're the good guys. Et pourquoi est-ce qu'on ne se dirait pas que les Iraniens sont les nazis d'aujourd'hui? Et pourquoi est-ce qu'on ne se dirait pas que nous sommes aussi menacés par eux? Toutes les frappes qu'effectuent les États-Unis et Israël sont donc des frappes préventives. 4 installations pétrolières qui ont été détruites. C'est horrible, c'est tragique. Est-ce que c'est plus où est l'escalade? Les mêmes va-t-en-guerre sont de sortie. On se souvient du rôle de Bernard-Henri Lévy dans la croisade en Libye. La guerre devait apporter la démocratie. Chose curieuse, on reprend les mêmes schémas, les mêmes arguments, et la télévision reste allumée. Mais pourquoi est-ce qu'on ne se dirait pas qu'il y a effectivement dans le monde aujourd'hui du bien et du mal, des gentils et des méchants? Dans la famille mauvaise foi de suprémacistes blancs, CNews bat des records. Il faut absolument justifier l'intervention contre des peuples qui méritent ce qui leur arrive. Il ne faut pas dire du mal du grand défenseur de l'Occident. Si les Américains qui ont menti, etc., sont intervenus, c'est parce qu'il y a quand même eu le 11 septembre. Ils ne sont pas arrivés comme ça. Il y a eu le 11 septembre, très bien. De quelle nationalité étaient les passeports qu'on a soi-disant retrouvés par terre? Saoudiens. Est-ce qu'ils ont attaqué l'Arabie Saoudite? Non, je vous demande. Ils sont allés attaquer l'Irak. Pourquoi n'ont-ils pas attaqué l'Arabie Saoudite? On est évidemment chez Pascal Praud. Aujourd'hui, l'expression clé est frappe préventive. Malgré les évidences sur le mensonge de Donald Trump, mises en lumière par de nombreuses sources, les rédactions européennes éprouvent toujours du mal à changer de version.
Elle s'aligne sur le narratif du plus violent. Donald Trump et Benjamin Netanyahou ont procédé à des frappes préventives. On en prend acte. Chose amusante, puisqu'on parle de frappes préventives, qui reprochera à la Russie d'avoir fait une intervention préventive en Ukraine. Il a anticipé sur la volonté des Ukrainiens de rejoindre l'OTAN et de l'attaquer ensuite. Ça devient logique, normal. On doit l'accepter. Qui reprochera demain à la Chine de faire une intervention préventive à Taïwan? C'est logique. Ils sont tenus par les Américains qui ne cachent pas leur animosité vis-à-vis d'eux. Ils sont armés par son principal adversaire, les États-Unis qui ne cachent pas leur soutien à Taïwan. N'est-ce pas en tout point identique à la célèbre crise des missiles de Cuba en 1961? L'histoire de la baie des cochons à Cuba, où le monde a frôlé une guerre nucléaire parce que les Soviétiques avaient installé des missiles à la Havane, c'est-à-dire à moins de 200 km des côtes américaines. Les États-Unis de John Fitzgerald Kennedy ont tout fait pour les démanteler et ont négocié pour que les Russes les fassent partir finalement. On a frôlé la Troisième Guerre mondiale. En regardant sur les chaînes internationales la couverture de cette guerre en Iran, elle saute quand même aux yeux, cette complicité de la presse internationale qui s'est faite de plus en plus l'écho de l'Occident, la caisse de résonance du narratif américain. Dès les premières heures de la guerre et pendant toute la période qui a suivi, voici les images qui circulaient sur nos télévisions. Pas de nuance. On ne voit que des Iraniens célébrer la chute du régime. On ne voit que des Iraniens célébrer la mort de l'ayatollah Khamenei. À aucun moment, ces mêmes télévisions ne nous montrent le malheur, le désarroi des populations frappées par ces bombes. Personne n'affiche le drame que vivent les populations de Téhéran. C'est les Iraniens dans presque aucun média. Ils étaient quasiment inexistants, ces types de témoignages, sur les chaînes mainstream occidentales. Officiellement, le régime de Téhéran n'avait que des opposants. Les deuils, les funérailles, les enterrements des victimes n'existaient pas. On a inondé en même temps les médias des images de frappes diverses qu'encore une fois on qualifiait de chirurgicales, de précises. Mais paradoxalement, on s'est beaucoup employé à dissimuler les images des frappes iraniennes. On s'organise pour bien dissimuler les dégâts que l'ennemi fait de son côté sur le terrain. Et presque personne ne diffuse ces images de manifestations de soutien au régime à Téhéran ou de rejet des frappes israélo-américaines. Il faut aussi mentionner dans cette guerre du narratif, dont certains médias décomplexés sont devenus des champions, qu'il y a aussi, c'est difficile à dire, beaucoup de confrères qui parlent des choses qu'ils ne maîtrisent absolument pas. Avec des directs sur les chaînes d'infos en continu où on écoute tellement d'inepties et de choses inexactes. Ce n'est pas très confraternel de juger le travail de confrères, mais par moments notre silence pourrait être apparenté à de la complicité passive. Sérieusement, peut-on croire que cette présentatrice a une connaissance des capitales dont elle parle? Daudet, vous êtes l'envoyé spécial de BFM TV dans la capitale israélienne, dans la capitale iranienne, quel est le bilan libanaise, pardon. Évidemment, on est sur tous les fronts, c'est aussi pour ça qu'on peut finir par se perdre. Je veux bien qu'on s'y perde un peu dans les capitales de ces pays que l'on connaît pas toujours et qui dans l'esprit sont connotés pays arabes. Mais quand même, pour avoir fait du direct pendant une quinzaine d'années, il y a des lapsus que l'on peut faire. Mais là, ça s'apparente à l'ignorance, non? Surtout lorsque derrière, on ajoute ceci. Vous êtes donc à Téhéran, dans la capitale libanaise. Là, j'abandonne. Du côté des politiques qui se succèdent sur les plateaux et qui débattent de ces questions, de cette guerre en Iran, la connaissance du sujet est au moins aussi critique. Pourtant, c'est eux qui doivent prendre des positions claires pour mettre un terme à l'escalade. Figurez-vous que très souvent, ils n'en savent pas plus sur ces pays que vous et moi. Incapable de placer ne serait-ce que l'Iran sur cette carte, comme l'illustre ce Vox Pop réalisé au Parlement européen par la chaîne Le Quotidien. On parle beaucoup de l'Iran. C'est où l'Iran? Non mais attendez, moi le 3 d'Ormuz c'est là. Mais c'est où l'Iran? Ben là. Et là c'est le 3 d'Ormuz. Mais où est l'Iran? Mais attendez, bon, ça va. Aïe, aïe, aïe. Bon, un demi-point pour le ministre de l'Europe qui a eu le mérite de situer le détroit d'Ormuz. On enchaîne. Vous voyez la carte là? Qu'est-ce que vous faites? Vous me faites peur. C'est où l'Iran? Alors attendez. Je crois que c'est là, non? Non, ça c'est la Bulgarie et c'est en Europe. Est-ce que vous me laissez faire Google? En attendant la réponse Google, nouvel essai avec Fabienne Keller, ex-maire de Strasbourg. J'ai une petite question toute simple, vous allez voir, j'ai une carte. Oui. C'est où l'Iran? L'Iran est là. Non, l'Iran ce n'est pas la Turquie, mais on se rapproche.
Tac, là. Heureusement que vous êtes rattrapé. Hein. Oui, je me suis rattrapée. Autre tentative avec Marie Toussaint, tête de liste des écologistes. C'est où l'Iran? Hé, c'est lequel l'Iran? C'est par là? Choisir. Non. C'est lequel? Je pense que c'est celui-là, mais je suis pas sûre à 100%. Non, ça c'est l'Afghanistan. Ouais, c'est ça. Oui, Pakistan, Afghanistan. Bah c'est par là, quoi. Quelque part par là, bon, on progresse. On continue avec un autre parlementaire français, David Cormand, eurodéputé depuis 7 ans. C'est où l'Iran? Aïe, 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 ça y est, échec et mat. J'espère que je me cours pas par là. Non, ça c'est l'Arabie Saoudite. On débriefe avec l'eurodéputé. Comment explique-t-il qu'on ait eu autant de mauvaises réponses? On n'a pas la science infuse, on fait ce qu'on peut. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels on doit apprendre, et donc on n'est pas des encyclopédies sur pattes. On fait ce qu'on peut pour essayer d'être au courant des choses. How many people live in Iran, by the way? I don't know the population. At all? No, I don't know the population. You don't know the population of the country you seek to topple? How many people live in Iran? 92 million. Okay. Yeah, How could you not know that? I don't sit around memorizing population tables. Well, it's kind of relevant because you're calling for the overthrow of the government. Why is it relevant whether it's, it's 90 million or 80 million or 100 million? Why is that relevant? Because if you don't know anything about the country... I didn't say I don't know anything about Okay, what's the ethnic mix of Iran? They are Persians and predominantly Shia. Okay, this is cute. It's not okay. even... You don't know anything about Iran. So okay, actually, I am not the Tucker Carlson expert on Iran. You're a senator who's calling for the overthrow of the government. You're the one who don't know anything about the country. No, you don't know anything about the country. You're the one who claims they're not trying to murder Donald Trump. You're the I'm one not saying that. who can't figure out if it was a good idea to kill General Soleimani, and you said it was bad. You don't believe they're trying to murder Trump. Yes, I do. Because you're not calling for military strikes against them in retaliation. And if you really believe that... We're carrying out military strikes today. You said Israel was. Right, with our help. I said we. Israel is leading them, but we're supporting them. Well, you're breaking news here because the U.S. government last night denied, the National Security Council spokesman Alex Pfeiffer denied on behalf of Trump that we were acting on Israel's behalf in any offensive capacity. No, we're not bombing them. Israel's bombing them. You just said we were. We are supporting Israel. Israel. High stakes. You're a senator. If you're saying the United States government is at war with Iran right now, people are listening. Okay. C'est pourtant ces personnes qui vont souvent sceller le sort des millions de personnes. Et nous croyons en eux. Ce n'est pas le pire encore. Le plus grave, c'est la manipulation à laquelle se livrent de nombreux autres médias de grande écoute, au point de maquiller la vérité, ou plutôt de la travestir pour rester dans leur ligne. Tenez, regardez cette vidéo. Le président des États-Unis accueille les corps des Marines morts au combat. Moment solennel s'il y en a. Moment de recueillement pour montrer le respect que l'on a pour ces combattants, ceux qui ont donné leur vie pour leur pays. Le président Trump salue leurs dépouilles. Seulement, il a oublié de retirer sa casquette, ou plutôt, il a fait le choix de porter sa casquette à l'occasion. Casquette qui porte son nom. Elle fait partie des produits dérivés vendus sur le Trump Store à $55, juste à côté des vêtements, des accessoires et même des équipements de golf. Ok, jusque-là, on a presque envie de dire rien d'étonnant de la part du président Trump. Business as usual. Seulement regardez bien. Voici comment Fox News, la chaîne pro-républicain, parle de la même cérémonie. The president pausing for a moment Saturday afternoon to offer a final salute to the 6 U.S. service members killed in an attack in Kuwait. Est-ce que vous avez remarqué ce qui a changé? Tiens, la casquette a disparu. La chaîne parle de la cérémonie du 7 mars, mais pour éviter la bourde de la casquette du président, qui fait vraiment tache au regard de la circonstance, elle diffuse des images d'une autre cérémonie similaire du 17 décembre 2025, moment où il n'avait pas sa casquette. Devant le tollé suscité par ce bidonnage, dès le lendemain, la chaîne présente ses excuses en ces termes. During our coverage of yesterday's dignified transfer, we inadvertently aired video from an older dignified transfer instead of the ceremony that took place yesterday. We deeply regret the error and extend our respect and condolences to the service members' families. Si pour si peu on peut ainsi bidonner les images, comment espérer quelque sincérité ou objectivité de la part de ces médias? Depuis le début de cette guerre en Iran, nous assistons encore, comme en Irak, à une guerre juste à la télévision, où jamais on ne montre des morts de l'ennemi. Peu de commentateurs s'attardent pour rappeler que, dans ces bâtiments que nous voyons bombardés, ces bâtiments détruits, sous ces décombres,
il y a des vies humaines. Il y a des gens qui n'ont rien à voir avec leurs histoires. Ils ont juste eu le tort d'être iraniens. Mais quand on frappe en Israël, mon Dieu. Qui a vu ce qu'on frappe au Liban dans les médias? C'est si malgré le massacre qui se déroule, le Liban serait vide de personnes? Ou bien ces bombes choisissent juste des bâtiments vides? Dans le même temps, il y a comme une espèce de chape de plomb, une démarche très violente pour occulter les images qui pourraient montrer les dégâts que font les frappes iraniennes. Pourtant, ils sont de plus en plus considérables. Plein cœur de Tel Aviv et un missile balistique iranien a atterri. La presse avait enterré beaucoup trop tôt l'Iran. Alors, ce sont des gens extrêmement ingénieux. Les missiles, vous pouvez les dissimuler dans les tunnels, vous pouvez les dissimuler sur un camion, dans un container, tout ça. Eh bien, ils ont fait encore plus fort. J'ai vu quelque chose qui m'a vraiment étonné. Vous êtes sur un terrain, vous voyez rien, il y a que de la terre, de l'herbe, tout ça. Et à 1 mètre sous la terre, il y a des missiles. À 1 mètre sous la terre, mais de la vraie terre, vous voyez, pas du béton ni rien. Et donc, ils ont creusé des tunnels, mais en plaine, vous voyez, non pas seulement dans les montagnes, comme un gruyère. Et de temps en temps, il y a une grotte. Vous voyez, il y a des tunnels, il y a une grotte. Et à la verticale, ils ont placé un tube en acier, inox, qui peut faire 600 mm de diamètre ou 1,20 m, ça dépend de la taille du missile, et qui s'arrête à 1 mètre du niveau de la terre. Au-dessus de ce tube, il y a 2 couvercles. Ils ont remis la terre par-dessus, et dans le tube, il y a un missile qui est en attente. Vous ne le savez pas, il y en a partout disséminés, impossible de savoir qu'ils sont là. Ça, vous ne voyez rien. Et alors, au moment où on désire de faire la mise à feu, parce que maintenant le missile, il peut être envoyé, puis guidé par satellite, il a même plus besoin de son radar, si vous voulez, il peut être guidé par satellite. Alors, au moment où il décide de le faire partir, vous avez le couvercle qui tombe, la terre qui tombe sur le missile, et le missile qui sort de terre. Incroyable. Ils sont d'une ingéniosité inimaginable. Là, on n'en est qu'au début. Mais maintenant que les Chinois se sont complètement engagés aux côtés de l'Iran, c'est terminé. Le Shahed 136 est si performant que les Américains l'ont copié et l'assument. Pour la première fois de l'histoire, nous utilisons des drones à sens unique pendant l'opération Epic Fury. Ces drones à bas coût, conçus sur le modèle des Shahed iraniens, sont désormais utilisés pour mener des représailles américaines. Une arme déjà utilisée dans d'autres conflits, comme en Ukraine depuis 4 ans, par les forces russes. That is one of the false narratives that the United States government is producing. Iranian military is quite strong, as you see, because they have the motivation, they have the arms that they need, which are produced in Iran. C'est un pays qui produit à lui seul plus d'ingénieurs que la France et l'Allemagne réunies. C'est un pays dans lequel, je dis ça pour les féministes, près de 60% des étudiants et 65% des étudiants en filière STEM, c'est-à-dire sciences, techniques, mathématiques, etc., sont des femmes. Donc c'est tout sauf le bantoustan qu'on nous a dépeint dans les médias ou qu'on nous dépeint sur CNews, l'Iran. C'est tout autre chose. Les images qui arrivent de plus en plus du camp iranien attestent que l'on n'est effectivement pas dans le bantoustan des grilles. La technologie semble d'un autre niveau, comme ce drone iranien qui se balade en toute liberté sur l'aéroport de Bagdad en Irak, sans jamais être inquiété. Jusqu'à l'apparition de ce drone. Et l'explosion dans cet immeuble. Il vient d'être témoin d'une attaque iranienne avec un Shahed 136. Une arme utilisée par centaines depuis le début de la guerre, comme ici, sur une base américaine. Les Shahed 136 sont une création iranienne. On les reconnaît à leur forme triangulaire. Utilisés depuis 2021, ils peuvent atteindre les 185 km/h. La charge explosive d'environ 40 kg se trouve dans le nez de l'aéronef. L'avantage de ce drone, c'est surtout son coût de fabrication qui permet de l'utiliser massivement.
C'est un armement extrêmement low cost qui peut être produit à la chaîne. On est de l'ordre de quelques petites dizaines de milliers d'euros. Mais ce qui fait son atout, c'est d'arriver en essaim sur des cibles et donc de saturer toutes les défenses et de permettre à un ou deux drones de passer. Les Iraniens montrent qu'ils sont capables de se promener, en quelque sorte, tranquillement. Il y a un côté réponse du berger à la bergère. Exactement. Vous voyez, pour dire, nous maîtrisons la technologie, donc ils se baladent tranquillement sur l'aéroport. Oui, regardez ce missile qui est donc capable de se déplacer à une vitesse vertigineuse. Visiblement, c'est un tournant. Ces missiles ont une vitesse 15 fois la vitesse du son et ne peuvent pas être interceptés par les systèmes de antidéfense. On est, général, surpris. Vous avez entendu ce bénévole qui disait, même pendant la guerre des 12 jours, on n'a jamais vu une frappe pareille. Mais ils ont frappé avec quoi, les Iraniens? Ce dont on est sûr, c'est que ça n'est pas un drone, parce que ça ne peut pas porter suffisamment d'explosifs, donc que c'est un missile. Et que ce missile, vraisemblablement, portait une charge énorme d'explosifs, plusieurs centaines de kilogrammes. Et on en déduira qu'effectivement, ils sont en train de tirer des armes que nous n'avions pas connues jusqu'à présent. Mais ça n'est pas, enfin, à mon sens, ça ne sont pas les missiles habituels, c'est quelque chose d'autre. Et avec le missile Khorramshahr, en tout cas dans sa nouvelle version 4, 12 minutes pour atteindre Tel Aviv. Les sirènes ont retenti en Israël. Vous avez une partie des habitants de ce village qui se sont retranchés dans l'abri antimissile et ça n'a pas suffi parce que c'était le point d'impact. Mais là aussi, ce bénévole disait, à 500 mètres, il y a des gens qui ont été touchés, soufflés, tués par ou blessés par des dégâts de verre. Ça veut dire que la charge devait être quand même la charge importante. Est importante. 10 minutes, c'est très court, hein. Mais là, ça montre que le système de protection, la bulle est pas parfaite. Il n'y a pas de système parfait. Elle ne peut pas l'être. Elle peut pas l'être. Mais et encore, il n'y a pas eu de tir par essaim là. Hein. C'est un seul missile qui a réussi à passer. Il faut croire Téhéran quand le pays nous dit ce matin le pire est à venir. On n'a pas utilisé encore ce que l'on va utiliser. Il faut jamais sous-estimer l'adversaire. Les médias israéliens annoncent un mort supplémentaire. On serait en fait à 9 morts. Et d'après les témoignages que Bethsabée a recueillis en direct sur l'antenne de LCI, on peut redouter un bilan encore plus lourd. Donc, ça démontre que les Iraniens ou ceux qui les mettent en œuvre ont de la technologie et c'est en quelque sorte une réponse, oui, au déploiement colossal américain, avec certes peut-être moins de puissance, mais regardez, c'est tout à fait spectaculaire. Et il n'y a aucune résistance. Enfin, je veux dire, il y a aucune sécurité derrière. Iran, who's truly a nation of great terror and power. Look what happened in the last 2 weeks. They weren't supposed to go after all these other countries in the Middle East. Those missiles were set to go after them. So they hit Qatar, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait. Nobody expected that. We were shocked. À mesure que les jours passent, le ton change sur les médias. Ceux qui au début avaient aussitôt enterré l'Iran semblent un peu plus mal à l'aise désormais. Et face à l'escalade, Washington a lancé à nouveau un fake. L'Iran aurait demandé à négocier avec les États-Unis. Il n'en est rien. So Iran, just to get a clear answer, Iran has not in any way reached out to the United States asking for a resumption of talks since the bombing began. As I said, right now, we are 100% focused on defending our people, defending our sovereignty, defending our national territory against this egregious act of aggression. I don't see any room for diplomacy anymore because Donald Trump has been deceiving others and not keeping with his promises. On est donc loin de la demande des négociations évoquées ces derniers jours sur les médias. Encore la bataille du narratif. Nous devons aussi en avoir un. Ce n'est pas un luxe ou une option pour cesser d'être les éponges qui absorbent exclusivement le narratif des autres. Parce que la guerre aujourd'hui, c'est le narratif du camp du bien. C'est les États-Unis, Israël et l'Occident. Et le camp du mal, c'est les autres. La Russie, la Chine, l'Iran, la Corée du Nord et tout autre pays qui oserait contrarier leurs intérêts. Voilà le mauvais camp. Et nous, l'Afrique, nous sommes les etc. Le camp du bien a entrepris de débarrasser le peuple iranien de son bourreau. Les Iraniens seraient tous contents de cette croisade israélo-américaine. Ils sont heureux d'être débarrassés des méchants ayatollahs. Je ne le remercie pas. Je ne peux pas le remercier. Je me demandais, mais est-ce qu'il n'y avait pas une autre solution que bombarder l'Iran?
Il n'y avait vraiment pas la possibilité de médiation, il n'y avait vraiment pas d'autres moyens politiques en prenant en compte les droits internationaux, en prenant en compte le concept de négociation et avancer ensuite, parce que l'objectif pour nous, c'est changement de régime. À quoi ça servit? Au juste. OK? Il y a quelques mots là qui sont abattus et morts, mais on en a quelques centaines de milliers. Et ils sont là. Ils sont dans le régime. Le régime est là. Et le régime est féroce maintenant. Le régime est blessé. C'est ça que M. Trump nous a laissé. Pas à remercier. Kéran, d'ailleurs, c'est un discours qui nous étonne, nous, Français, le discours de votre mère, parce que d'un œil extérieur, de notre œil petit parisien, etc., on se dit, mais Donald Trump, il attaque les mollahs, il tue l'ayatollah Khamenei, ça peut peut-être donner de la vie et de la force au peuple iranien. Et là, votre mère, le discours, il est beaucoup plus nuancé. Oui, parce qu'il n'attaque pas pour protéger le peuple iranien. Il attaque pour ses propres intérêts et pour ceux d'Israël. Et quand ils ont même essayé, il a essayé de négocier avec Khamenei avant qu'il se fasse tuer. Et dans les termes, il n'y avait pas un mot sur la condition du peuple. C'était uniquement lié au nucléaire. Donc en réalité, il n'attaque pas pour les bonnes raisons. Et on peut le dire, tout le monde le voit, même les manifestants dans votre reportage le disent, il s'en fiche du peuple iranien, donc il a ses propres intérêts, et il ne sert que ces intérêts-là. Sérieusement, comment peut-on continuer de croire en toutes ces salades, toutes ces justifications qui chaque jour se contredisent? On nous aura tout servi comme argument pour justifier cette violence, ces frappes meurtrières. On nous parle de liberté. Pour qui? La liberté de l'un passe-t-elle par la disparition de l'autre? On nous vend la traditionnelle tarte à la crème, l'instauration de la démocratie. Et pourtant, chacun est conscient qu'il ne s'agit pas de cela, qu'il s'agit de la guerre du pétrole. Et chose curieuse, peut-être encourageante, contrairement à l'Europe, où l'écrasante majorité des politiques, des artistes et des personnalités, par calcul ou par adhésion aux idées extrémistes que symbolise Donald Trump, ou par lâcheté, semblent se terrer, évitent de prendre position, eux, aux États-Unis, commencent enfin à monter des contestations. Lueur d'espoir dans ce monde caporalisé par Benjamin Netanyahou et Donald Trump. Ils sont quelques-uns, les supporters de Donald Trump, qui se souviennent de la promesse faite pendant la campagne électorale. Je peux vous dire qu'avec moi, il n'y aura pas de guerre avec l'Iran. I really want to know what is his mental state and who is he doing this for? Because it's not for the American people. He's lying. He's gone back on what he promised. No more foreign wars, no more regime change. We've spent $8 trillion in the Middle East, and we're not fixing our roads in this country. How stupid is it? And we're not fixing our highways, our tunnels, our bridges, our hospitals even, our schools even. It's crazy. Promesse de campagne. Pourtant, depuis qu'il est revenu à la Maison-Blanche, il a déjà ordonné les frappes sur 7 pays différents à travers le monde. Chose que les MAGA, ses principaux supporters, ses radicaux, ne lui pardonnent pas. I don't think people understand how bad this is, like how bad this precedent is. I hope the Republicans lose the midterms this year. They need to. For the country, they need to be destroyed, and no one from this administration can be supported in 28. I'm sick of this BS. We're spending billions of dollars a day on a war, and we can't even get Republicans to join us to expand health care in America. How the hell is this America first? You guys broke your top campaign promise. Good luck with that. I hope the defense contractor money was worth it. Shame on you all. The mask is off. Chacun sait très bien qu'il ne s'agit pas de démocratie. Si les États-Unis avaient déjà installé la démocratie quelque part, ça se saurait. Voici l'Afghanistan, voici l'Irak, voici la Libye. Plus loin, voici la Somalie. Et on nous parle à nouveau de démocratie. Toutes les guerres qui ont ensanglanté la planète de façon violente ont été engendrées par ceux-là même qui sont le camp du bien, avec leurs mêmes idéologies, leur désir d'expansion, leur impérialisme. Le seul qui ait déjà utilisé 2 fois la bombe atomique, qui disent aujourd'hui représenter la morale. Le seul qui à chaque fois déclenche des guerres les plus meurtrières, qui s'érige en donneur de leçons. Et dans le même temps, ils ont réussi à nous faire croire que c'est nous les sauvages, ceux qu'on doit civiliser. On doit adopter leurs méthodes. Et nous avons accepté. Tout cet endoctrinement passe bien sûr par le biais de leurs médias que nous écoutons religieusement.
Dans tous les salons où on entre, ces télévisions du mal, ces médias de la propagande diffusent sans discontinuer ce narratif. Le comble, vous entrez dans un bureau officiel en Afrique, dans un salon d'aéroport en Afrique. Ce sont les chaînes étrangères internationales qui sont diffusées. Même dans le bureau du chef de l'État. Presque jamais les médias nationaux. Avec une curiosité, CNews, la chaîne la plus ouvertement raciste de France, occupe une place remarquable dans les salons en Afrique. Allez comprendre. Du coup, la colonisation des esprits fonctionne à plein régime. J'ai entendu pas mal de personnes en Afrique dire que cette guerre ne les concerne pas, que c'est une guerre entre les puissants et que pour une fois, nous n'avons pas à nous en mêler. Grosse erreur. Plus que jamais, elle nous concerne, nous frappe de plein fouet. Certes, pour l'instant, les bombes ne tombent pas sur nos têtes, mais les conséquences sont déjà lourdes, très lourdes. Encore une fois, nous sommes les premières victimes collatérales. Cela s'explique par deux faiblesses essentielles. Notre dépendance aux produits manufacturés et denrées de première nécessité qui viennent tous d'ailleurs, mais également et surtout notre dépendance énergétique malgré les réserves pétrolières dont regorge notre continent. Commençons par l'énergie, plus précisément le pétrole. Que vous soyez en ville ou au village, que vous soyez agriculteur, émigrant, soudeur, mécanicien ou chirurgien, chauffeur routier ou cuisinier, vous utilisez chaque jour de l'énergie pour travailler. Même si elle est de mauvaise qualité, dans quasiment chacune de vos actions professionnelles, vous utilisez de l'énergie. Les avions qui transportent les marchandises et les personnes tournent au pétrole. Les bateaux qui transportent les marchandises, les camions qui font vos déménagements, qui transportent de la nourriture que nous achetons sur nos marchés, les bus qui nous transportent, les motos dans nos villes, nos propres véhicules, notre électricité, en grande partie. Tout cela fonctionne grâce au pétrole. Or, la guerre à laquelle on assiste est celle du pétrole. L'Afrique a la chance d'avoir un sous-sol riche en pétrole, puisque l'Afrique produit 10 millions de barils bruts par jour. C'est une quantité importante. Seulement, pour l'utiliser, nous avons besoin de le raffiner. Et c'est là où les choses se corsent. Même s'il faut saluer l'extraordinaire initiative de l'homme d'affaires nigérian Aliko Dangote, qui malgré les folles, les violentes embûches des lobbies pétroliers, a construit et mis en route une raffinerie complète avec une capacité de 650 000 barils par jour, il faut avouer que cela ne suffit pas. Le reste de la production, donc plus de 9 millions de barils par jour de pétrole brut, est exporté vers l'Asie, l'Europe et les États-Unis pour être raffiné et réimporté beaucoup plus cher en Afrique pour notre consommation locale. Ce qui évidemment nous rend totalement dépendants du pétrole qui arrive d'ailleurs. Et ce pétrole qui vient d'ailleurs, une bonne partie passe par ce bras de mer qu'on appelle le détroit d'Ormuz. Ce petit bras de mer de 23 km entre l'Iran et les Émirats. Cette bande d'eau coincée entre l'Iran et la péninsule arabique reliant le golfe Persique à l'océan Indien. C'est par ce bras de mer que passent 20 millions de barils par jour. 25% du transit maritime de pétrole mondial passe par cette voie. Et ce n'est pas tout. 20% de l'urée consommée dans le monde et 20% du gaz naturel liquéfié passent également par là. C'est juste énorme. Et bien sûr, ce détroit est tenu par l'Iran. Donc, difficile de faire plus important comme passage. Le détroit d'Ormuz, à peine large de 55 km, conditionne une part majeure du destin économique du continent africain. En 2024 et 2025, un tiers des hydrocarbures transportés par tankers dans le monde y ont transité, soit environ 20% de la consommation mondiale de pétrole. Les pays du Golfe, qui produisent l'essentiel de ce pétrole, possèdent 60% des réserves pétrolières exploitables de la planète. Si vous le coupez, vous coupez l'oxygène à la planète tout entière. Donc, sous les bombardements des États-Unis et d'Israël, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, ce qui évidemment est en train de faire monter le prix du pétrole. Depuis le 28 février 2026, ce corridor n'est plus exploitable. Les navires attendent à l'ancre, font demi-tour ou sont massivement déroutés. Avant la guerre, le prix du baril était autour de 72 $. Depuis les bombardements, le prix du pétrole Brent a franchi la barre des 100 $ le baril, avec un pic proche de 120 $ le 9 mars dernier. Le détroit d'Ormuz est fermé. Il n'y a pas que le pétrole qui transite via ce détroit. Environ 80% de la production de polyéthylène du Moyen-Orient, le plastique le plus utilisé au monde, ainsi que un tiers des engrais mondiaux y passent. Or, les engrais, c'est l'agriculture africaine. Les plastiques, c'est l'emballage, la construction, l'industrie locale. Il y a également les engrais, les plastiques. Quelque part, un agriculteur au Sahel attend les engrais qui ne viendront pas à temps. Un transporteur à Lomé voit sa facture de carburant s'envoler.
un gouvernement en Afrique de l'Est révise son budget à la baisse. Lorsque les navires ne passent plus par le détroit d'Ormuz, ils contournent. Si les tensions à Ormuz se doublent de perturbations à mer Rouge, le trafic maritime est dévié par le cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud. Ce détour rallonge les délais, sature les ports africains de transit et fait exploser les coûts logistiques. Les taux d'affrètement des supertankers, normalement autour de 150 000 à 200 000 $ par jour en période stable, ont franchi le seuil de 400 000 $ par jour en ce mois de mars 2026. Le commerce entre l'Afrique et les pays du Golfe est colossal et croissant. Selon Afreximbank, les échanges commerciaux entre l'Afrique et les 6 monarchies pétrolières, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Qatar, Koweït, Oman et Bahreïn, du Golfe ont atteint 121 milliards de dollars en 2023, soit plus du double en comparaison à 2016. Les importations africaines en provenance de cette zone ont atteint 51,5 milliards de dollars. Toute interruption prolongée du détroit se traduit donc directement en facture pour les ménages africains, en pénurie et en inflation. Il faut donc s'attendre à une hausse vertigineuse des prix, à la fois à la pompe, mais également des denrées diverses importées d'Asie, notamment en Afrique, si cette guerre dure longtemps et si le détroit d'Ormuz reste fermé. Mais également se préparer à de grosses perturbations en matière d'énergie, avec des risques de coupure d'électricité et de fermeture de certaines de nos petites industries locales. Surtout que, comme d'habitude, aucun de nos pays n'a fait de stock pour les périodes difficiles comme celle-ci. Seul le Nigeria, avec la raffinerie d'Aliko Dangote, pourra tirer son épingle du jeu avec sa production locale. Mais elle est insuffisante et le prix est aligné sur ceux de la bourse. Ceci doit interpeller plus que jamais les jeunes Africains. On n'assiste à rien de bien nouveau à la vérité. L'Occident, à chaque fois qu'il déclenche ces guerres, l'Afrique en paye le prix fort. Le continent en subit toujours les conséquences. Choc pétrolier de 1973, l'Afrique paye. Guerre du Golfe 1991, l'Afrique paye. Crise financière de 2008, l'Afrique paye. Covid-19, l'Afrique paye. Guerre en Ukraine 2022, l'Afrique paye la facture alimentaire et énergétique. Guerre Iran, États-Unis, Israël 2026, l'Afrique paye encore. Le continent reste fortement dépendant des chaînes de valeurs internationales et des routes maritimes stratégiques. C'est le résultat d'une architecture économique non souveraine et d'une architecture politique non solidaire. L'Union africaine existe, la CEDEAO existe, la SADC existe, la CEAC existe. Mais ces structures peinent à se transformer en instruments de protection collective face aux chocs exogènes et même endogènes. Aucune de ces organisations n'a à ce jour proposé un mécanisme de résilience énergétique commun, un fonds de stabilisation des prix, une flotte stratégique de réserve ou une position diplomatique unifiée sur les conflits qui dévastent les routes commerciales. Il n'est pas question pour l'Afrique de choisir son camp dans la guerre Iran, Israël, États-Unis. Non, ce serait se tromper de débat. Voici le vrai débat, à mon avis. Comment 54 États représentant 1,4 milliard d'êtres humains peuvent-ils continuer à subir collectivement les conséquences des guerres dans lesquelles ils n'ont aucun rôle, sans jamais construire les outils pour anticiper, amortir ou négocier? Les conflits du XXIe siècle le montrent avec brutalité. Les nations qui survivent sont celles qui ont bâti des coalitions de protection de leurs intérêts. Donc, renforcer la résilience énergétique, diversifier les sources d'approvisionnement et sécuriser les corridors logistiques apparaissent désormais comme des priorités pour limiter l'exposition africaine aux crises externes. L'Afrique a les ressources, les marchés, la jeunesse et la géographie pour peser. Ce qui lui manque, c'est la décision de s'organiser comme si les crises du monde la concernaient parce qu'elles la concernent. Nous devons, avec nos richesses, nous organiser, nous mettre ensemble pour produire et transformer sur place, raffiner sur place. L'exemple Dangote est une leçon. La souveraineté économique africaine est possible, mais un investisseur privé africain agissant seul reste fragile. C'est précisément le rôle que devrait jouer une solidarité africaine organisée. Protéger, dupliquer et financer collectivement ces initiatives. Lorsque l'on vit les profonds bouleversements que connaît notre planète, les violences décomplexées qui l'accompagnent et l'espèce de résignation dans laquelle nos pays semblent s'être installés, il y a de quoi s'inquiéter sérieusement. Surtout qu'en face, les dirigeants sont décidés à repartir à la conquête et le revendiquent haut et fort. La colonisation n'est plus un tabou.
Ils y songent très sérieusement. For 5 centuries before the end of the Second World War, the West had been expanding. Its missionaries, its pilgrims, its soldiers, its explorers pouring out from its shores to cross oceans, settle new continents, build vast empires extending out across the globe. But in 1945, for the first time since the age of Columbus, it was contracting. Europe was in ruins. Half of it lived behind an iron curtain, and the rest looked like it would soon follow. The great Western empires had entered into terminal decline, accelerated by godless communist revolutions and by anti-colonial uprisings that would transform the world. Voilà le projet assumé et défendu par les États-Unis et défendu devant les Européens par le chef de sa diplomatie. Il faut repartir à la conquête. Regardez comment l'assistance, les grands dirigeants européens approuvent par un standing ovation. Vous, jeunes, ne tombez pas dans le même complexe, le même fatalisme, la même résignation que ceux de ma génération et celle de mes aînés. Il ne s'agit pas de dénoncer seulement. Le seul rejet ne peut constituer un projet. Ce qui se prépare est beaucoup plus large, beaucoup plus violent, organisé et déterminé, comme nous allons le voir dans la prochaine chronique. On verra combien le projet peut être fatal pour nous. Et je n'exagère pas, croyez-moi. Et souvenez-vous, si vous n'êtes pas à table, c'est que vous êtes sur le menu. Et comme le disait Thomas Sankara, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur, s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Seule la lutte libère. Jeunes gens, ne soyez pas naïfs, ne soyez pas ignorants, ne soyez pas lâches, parce que les temps qui vont venir sont déterminants pour votre indépendance, pour votre émancipation. Je vous invite à en parler dans ma prochaine chronique, dont le thème est « L'Africain est-il lâche, ignorant ou bête ?» Je suis sûr que vous avez votre petite idée et que vous pouvez nous la partager en commentaire. Surtout, n'oubliez pas de télécharger notre application Afromédia, notre espace de liberté sans censure. Bien sûr, pensez à vous abonner sur nos plateformes Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, X. Et vos dons sur notre appli seraient évidemment les bienvenus pour soutenir Afromédia pour un narratif africain sans complaisance, mais sans condescendance.